Peut-être que cette vidéo sauvera la vie de quelqu'un. Dès le début, cette affaire devait ressembler à un crime parfait. Les policiers étaient complètement déconcertés. Aucun d'entre eux ne soupçonnait même pas quelle issue aurait cette enquête. Ce n'est qu'un certain temps plus tard, lorsqu'un élément de preuve essentiel a été retrouvé, que tout ce qui semblait auparavant dépourvu de sens a commencé à s'assembler comme les pièces d'un puzzle en une seule image cohérente. Une image avec un dénouement tellement incroyable qu'il était presque difficile à accepter. L'affaire Thomas Hickman. L'histoire commence le 15 mars 2008. Ce jour-là, un couple roulait sur l'autoroute 84 depuis la ville de Fort Summer jusqu'à la ville de Santa Rosa. Vers 8h30 du matin, en passant près du ranch Juan de Dios, quelque chose d'inquiétant a attiré leur attention. Il s'agissait d'une voiture seule à l'arrêt. Elle semblait abandonnée et a immédiatement éveillé leur intérêt. Ils se sont approchés et ont alors remarqué quelque chose de vraiment alarmant. Au sol, à environ 100 mètres de la voiture abandonnée, se trouvait un corps humain. Bien entendu, la police a immédiatement été appelée. Les policiers arrivés sur les lieux ont effectivement trouvé un homme mort au sol. Il s'agissait d'un homme d'environ 50 ans. Son corps était allongé sur le dos et une flaque de sang était visible autour de sa tête. Cela suggérait que l'homme était mort précisément à cet endroit. Le visage de la victime, plus précisément sa bouche, était recouvert de rubans adhésifs. Cela pouvait indiquer qu'il avait été enlevé et emmené ici contre sa volonté, mais ses mains n'étaient pas attachées, ce qui était troublant. C'était une scène de crime étrange qui a, dès le début, plongé la police dans la perplexité. Mais avant que les enquêteurs puissent établir de quelle manière l'homme était mort, ils devaient d'abord découvrir son identité. La police n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour cela. La voiture, garée sur le bas-côté non loin de l'endroit où le corps avait été retrouvé, les a aidés. Bien que le corps ait été découvert dans l'État du Nouveau-Mexique, les plaques d'immatriculation de la voiture venaient du Texas. Après avoir vérifié le numéro d'immatriculation dans la base de données, les policiers ont établi que la voiture appartenait à un homme nommé Thomas Hickman. Il était porté disparu depuis 2 jours. Qui était cet homme et dans quelles circonstances avait-il disparu ? Eh bien, examinons cela de plus près. Thomas Hickman était un homme de 55 ans originaire du Texas, de la ville de North Richland Hills. Il était marié depuis plus de 30 ans à une femme prénommée Lisa. Ils avaient un fils déjà adulte, Matthew. Thomas Hickman travaillait comme directeur régional dans la chaîne de restaurants Red Lobster. Il était très apprécié de ses employés, de ses clients et même des personnes qui ne le connaissaient que superficiellement. Rien d'étonnant à cela, Thomas avait vraiment bon cœur et ses actes le confirmaient. 1 an avant sa mort, en 2007, il était parti avec son fils Matthew comme bénévole afin d'aider à reconstruire les maisons de personnes touchées par l'ouragan Katrina. Il distribuait souvent gratuitement de la nourriture du restaurant aux sans-abri et aux personnes âgées. Il s'impliquait aussi régulièrement dans différentes actions caritatives. Voilà qui était Thomas Hickman, bon, bienveillant, serviable, plein de compassion. Et maintenant, il avait été retrouvé mort. Faut-il préciser qu'il n'avait pratiquement aucun ennemi ? Je pense que c'est évident. C'est pourquoi son meurtre semblait particulièrement étrange. Dans quelles circonstances avait-il donc disparu ? Eh bien, comme Thomas Hickman était directeur régional d'une chaîne de restaurants, il supervisait non seulement les établissements Red Lobster de sa propre ville, mais aussi ceux des localités voisines, notamment dans la ville de Lubbock. C'est justement là-bas, pour le travail, qu'il devait se rendre le 13 mars dans l'un des restaurants. Pourtant, ce jour-là, il n'est jamais arrivé au rendez-vous prévu. De plus, il ne s'est pas non plus présenté à l'hôtel où une chambre avait été réservée pour lui. Sa femme et son fils ont tenté en vain de le contacter. Tout cela les inquiétait évidemment énormément. Finalement, le matin du 14 mars, l'épouse de Thomas Hickman a signalé sa disparition. Et dès le lendemain, il a été retrouvé mort, la bouche recouverte de rubans adhésifs, pratiquement au milieu de nulle part. Plus inquiétant encore, il a été retrouvé à 800 km de chez lui et à 300 km de l'endroit où il était censé se rendre. Il n'était pas seulement loin du lieu où il aurait dû se trouver, il était carrément dans un autre état. Thomas Hickman n'avait absolument aucune raison de se trouver au Nouveau-Mexique de son plein gré. Le gérant du ranch sur le terrain duquel le corps a été retrouvé était passé près de cet endroit le 14 mars à 21h30. Selon son témoignage, à ce moment-là, la voiture de Thomas Hickman ne se trouvait pas encore là. Rappelons-le, le corps
a été retrouvé le 15 mars à 8h30 du matin. Les policiers sont toutefois parvenus à retrouver des témoins qui affirmaient avoir vu la voiture de Hickman près du ranch beaucoup plus tôt, vers 4h30 du matin. À cette heure-là, il faisait encore nuit. On pouvait distinguer une grande voiture, mais il était pratiquement impossible de remarquer le corps lui-même. Cela signifiait que Hickman avait été tué dans l'intervalle compris entre 21h30 le 14 mars et 4h30 le 15 mars. Il n'y avait pas beaucoup de traces sur la scène de crime. En réalité, à part le corps et la voiture, rien d'autre n'a été trouvé. Pendant que les médecins légistes devaient s'occuper du corps, la voiture a été minutieusement examinée sur place. À l'intérieur de la voiture, on a retrouvé le portefeuille du défunt. Il contenait de l'argent liquide et les cartes de crédit de Hickman, et son ordinateur portable a également été découvert dans le véhicule. La présence de ces objets permettait d'écarter le vol comme mobile du meurtre. Cependant, au cours de la fouille de la voiture, les enquêteurs ont remarqué quelque chose qui les a fortement intrigués. Le défunt mesurait presque 2 mètres alors que le siège conducteur était avancé au maximum. Une personne de la taille de Hickman n'aurait pas pu conduire la voiture dans cette position. Cela indiquait qu'une personne beaucoup plus petite que lui s'était assise au volant. Mais un autre problème se posait. Si quelqu'un avait emmené Hickman à cet endroit dans sa propre voiture, comment cette personne avait-elle quitté la scène de crime ? La ville la plus proche se trouvait à plus de 15 km et parcourir une telle distance à pied le long de la route serait difficilement passé inaperçu. Cela menait à une autre conclusion. Si Hickman avait été amené au ranch dans sa propre voiture, alors la personne qui l'avait conduit avait dû repartir dans un autre véhicule. Autrement dit, il y avait au moins 2 coupables. Le corps de Hickman a ensuite été transporté à Albuquerque afin d'établir la cause et les circonstances de sa mort. Les médecins légistes ont constaté qu'il présentait une blessure par balle à l'arrière de la tête. C'est précisément pour cette raison qu'il y avait une flaque de sang autour de sa tête. Autour de l'orifice de la balle, on voyait également une marque caractéristique laissée par le canon d'un revolver, ce qui signifiait que le tir avait été effectué à bout portant directement dans la nuque. Aucune autre blessure n'a été constatée sur le corps. Lorsque le ruban adhésif a été retiré de la bouche de l'homme, il s'est avéré qu'un morceau de tissu blanc s'y trouvait, probablement utilisé comme bâillon. Et c'était tout ce que les spécialistes pouvaient établir à ce stade. Dans le cadre de leur tentative pour résoudre l'énigme de la mort de Hickman, les policiers ont vérifié quand et où sa carte de crédit avait été utilisée pour la dernière fois. La dernière utilisation avait été enregistrée dans une station-service de la ville de Sweetwater, à 500 km de l'endroit où le corps avait été retrouvé. La carte avait été utilisée le jeudi vers 13h. Le corps, rappelons-le, a été retrouvé 19 heures plus tard. Il ne faisait aucun doute que c'était Hickman lui-même qui avait utilisé la carte. La police a obtenu les enregistrements des caméras de la station-service. On y voit Thomas Hickman habillé comme il avait été décrit dans le signalement de disparition. Il est entré dans la boutique de la station, a utilisé les toilettes, puis a acheté une barre chocolatée et est ressorti. Cependant, les policiers ont remarqué un détail très important. Sur l'enregistrement, on voit clairement que l'homme portait des bagues et une montre. Or, aucun de ces objets ne se trouvait plus sur le corps retrouvé. Combiné au fait que l'argent et les cartes de crédit du défunt se trouvaient dans la voiture, cela crée une nouvelle énigme. Un autre élément de l'enregistrement a également inquiété les policiers. Juste après Hickman, un jeune couple, un homme et une femme, est entré dans la boutique. Ils l'ont suivi en direction des toilettes, puis ont quitté la boutique peu après lui. Était-ce une simple coïncidence ? Ou ces 2 personnes pouvaient-elles avoir un lien avec la mort de Hickman ? À ce stade, on ne pouvait que faire des suppositions. Tandis qu'un groupe de détectives tentait d'établir l'identité du mystérieux couple de la station-service, d'autres enquêteurs ont découvert quelque chose d'encore plus intriguant dans la ville de Thomas Hickman. En analysant les documents financiers du défunt, ils ont appris que Hickman avait de lourdes dettes sur ses cartes de crédit, jusqu'à 60 000 $. En 2008, c'était une somme énorme. Une telle dette était inhabituelle pour un cadre supérieur d'une chaîne de restaurants. Une nouvelle hypothèse est alors apparue. Peut-être Hickman devait-il beaucoup d'argent à quelqu'un et cette dette avait peut-être un lien avec sa mort. Mais comment ? Cela restait encore à établir. Puis, 3 jours après la découverte du corps, les policiers ont obtenu leur premier suspect. Comme nous nous en souvenons, Hickman a disparu après être parti en voyage d'affaires dans la ville de Lubbock. Là-bas, le matin du 15 mars, il avait prévu une réunion avec l'un des responsables du restaurant Red Lobster local, Julio Arismendes.
Pourquoi cette information était-elle si importante ? Parce que Hickman se rendait à cette réunion dans un seul but, licencier Harris Mendes. Peu auparavant, Julio avait demandé un congé en affirmant que son frère avait eu un accident. Plus tard, cependant, il s'était avéré qu'il avait menti. C'est justement pour cela qu'il devait être licencié. Le licenciement pouvait-il constituer un mobile de meurtre ? Théoriquement, oui. Les policiers devaient donc également vérifier cette version des faits. Le problème toutefois était qu'Harris Mendes était introuvable. Non seulement il ne s'était pas présenté à la réunion avec Hickman, mais depuis le 13 mars, il ne venait plus du tout travailler. Ce n'est que le 25 mars qu'Harris Mendes a contacté la police. Il avait appris qu'il était recherché et a lui-même appelé les détectives. Pendant la conversation, il était très nerveux, ce qui n'avait rien d'étonnant étant donné qu'on le soupçonnait de meurtre. Malgré cela, il a pleinement coopéré avec la police. Il affirmait qu'il savait qu'il allait être licencié, c'est pourquoi il n'avait pas attendu la réunion avec Hickman et était parti chercher un nouvel emploi en Louisiane. Les policiers ont effectivement trouvé la confirmation qu'Harris Mendes se trouvait en Louisiane au moment de la disparition de Hickman. Il avait donc un alibi en béton et a été rayé de la liste des suspects. 4 jours après la découverte du corps, les résultats des analyses en laboratoire du ruban adhésif qui se trouvait sur le visage du défunt ainsi que sa voiture sont arrivés. Les policiers espéraient trouver sur le ruban adhésif ou dans la voiture quelque chose qui ferait avancer l'enquête. Mais rien de tel ne s'est produit. Aucune empreinte digitale n'a été détectée et dans la voiture, seules les traces de Hickman lui-même ont été relevées. Tout indiquait donc que le coupable ou les coupables avaient agi avec des gants. Ensuite, 5 jours après la découverte du corps, les policiers ont rencontré pour la première fois l'épouse et le fils du défunt. Bien entendu, les proches de l'homme étaient complètement dévastés par sa perte. Au cours de l'entretien avec Lisa Hickman, l'épouse de Thomas, les détectives ont appris une vérité tragique. Il s'est avéré qu'en 2003, une sclérose en plaques lui avait été diagnostiquée. Depuis, son état n'avait fait qu'empirer. Cela affectait évidemment aussi son mari. Il s'inquiétait énormément pour sa femme, tout en ne pouvant pas faire grand-chose pour elle. Il convient ici de souligner que la sclérose en plaques, contrairement à une croyance répandue, n'affecte la pensée ou la mémoire qu'à des stades très avancés. Les principaux symptômes sont des problèmes de vision, des troubles de la coordination, une perte de sensibilité, une faiblesse ou des spasmes musculaires, et ainsi de suite. Ainsi, malgré son diagnostic, Lisa Hickman était pleinement consciente lorsqu'elle parlait de son mari. Sa maladie avait complètement changé la vie de la famille Hickman. Les policiers ont enfin appris également d'où venait l'importante dette de Thomas Hickman sur ses cartes de crédit. L'affaire était simple. Il contractait de nouveaux crédits pour payer les factures médicales de sa femme. Les détectives ont demandé l'autorisation de fouiller la maison. Ce qui les intéressait le plus, bien sûr, c'était le bureau du défunt. Ils y ont trouvé 2 choses qui ont immédiatement attiré leur attention. 2 lettres. L'une était adressée à Matthew, le fils du défunt, l'autre à Lisa. La lettre destinée à son épouse contenait des instructions détaillées sur ce qu'elle devait faire en cas de décès de Thomas. Hickman y décrivait la police d'assurance vie, les sommes qui en découleraient, ainsi que la façon dont elle devait gérer l'argent après son départ. Par exemple, il conseillait à Lisa de rembourser les crédits afin que la banque ne puisse pas leur prendre la maison. Il mentionnait aussi que si elle le souhaitait, elle pouvait vendre la maison et déménager où elle le voulait. Dans la lettre destinée à son fils, Thomas lui donnait des conseils de vie, lui demandait de ne pas se disputer avec sa mère et écrivait à quel point il l'aimait. Les 2 lettres avaient été écrites par Hickman en décembre 2007, c'est-à-dire environ 3 mois avant sa mort. Tout cela désignait une image très étrange de la situation, comme si Thomas Hickman pressentait à l'avance sa mort future, s'y préparait et craignait d'être assassiné. Mais qu'est-ce qui aurait pu le pousser à cela ? Avec qui un homme dont tout le monde disait qu'il n'avait aucun ennemi pouvait-il avoir le moindre conflit ? À ce stade de l'enquête, ces questions restaient ouvertes. C'est alors qu'est apparue une nouvelle preuve, cette fois essentielle. Le gérant du ranch sur le terrain duquel le corps avait été retrouvé a découvert quelque chose d'inhabituel à environ 700 mètres de l'endroit où le cadavre avait été retrouvé. Plus précisément, un bouquet de ballons remplis d'hélium s'était accroché à l'un des cactus. Qu'y avait-il de bizarre là-dedans, demanderez-vous ? Ce qui est étrange, c'est qu'un revolver était attaché à ce bouquet de ballons. De plus, l'arme avait été clairement modifiée. La crosse avait été retirée et le pontet de la détente avait également été découpé. Et ce n'était pas tout. Le numéro de série de l'arme avait été soigneusement limé. Quant aux cartouches, le barillet contenait une douille provenant d'un projectile tiré. Tout indiquait que le revolver avait un lien avec la mort de Thomas Hickman. Une question demeurait cependant. Pourquoi avait-il été modifié de cette manière ?
Pour le déterminer, l'arme a été envoyée au laboratoire. Le 16 avril, un mois après la mort de Thomas Hickman, les policiers ont reçu le rapport du laboratoire. Même si le numéro de série de l'arme avait été minutieusement limé, les spécialistes sont parvenus à le récupérer. Et cela a ouvert de toutes nouvelles possibilités. Grâce à cela, on pouvait établir qui avait acheté le revolver et quand, et donc peut-être remonter jusqu'au meurtrier de Thomas Hickman. Selon les informations de base de données, le revolver avait été acheté le 7 janvier 2008 dans la ville de Grapevine, au Texas. Et le plus important, il avait été acheté par Thomas Hickman lui-même. Comme il s'est avéré, le revolver retrouvé appartenait à la victime et avait été acheté par lui peu de temps avant sa mort. Pourtant, Thomas Hickman, comme les détectives l'avaient établi, n'était pas un passionné d'armes à feu. Il préférait résoudre les conflits de manière pacifique et en réalité, il les évitait totalement. Les nouvelles preuves, c'est-à-dire le bouquet de ballons auquel l'arme était attachée, ont obligé les policiers à réexaminer ce qu'ils avaient jusque-là considéré comme peu important. Ils ont notamment revérifié l'historique de recherche sur l'ordinateur portable de Hickman. Il s'est avéré que juste avant sa mort, il avait cherché un magasin proposant des ballons à l'hélium. Dans sa ville, il n'y avait qu'un seul magasin de ce type, le magasin Hiko. Un détective a contacté ce magasin, espérant apprendre quelque chose. Le vendeur s'est effectivement souvenu d'un homme très grand venu acheter plusieurs dizaines de ballons ainsi qu'une bouteille d'hélium. D'après la description, il était clair qu'il s'agissait très probablement de Thomas Hickman. De plus, Hickman avait recherché sur internet des informations sur le poids que des ballons remplis d'hélium étaient capables de soulever. Pourquoi avait-il besoin de cette information? Et précisément juste avant sa mort, il y avait encore un autre élément important. Dans le garage de Thomas Hickman, sur son établi, les policiers ont trouvé des copeaux métalliques. Ils ont été envoyés pour analyse et les résultats ont confirmé qu'il s'agissait de limailles provenant du même revolver que celui découvert non loin du lieu de sa mort. Cela signifiait que c'était lui-même qui avait limé le numéro de série du revolver attaché au ballon. Pourquoi l'avait-il fait? Et qui était alors responsable de sa mort? Je pense que beaucoup commencent déjà à le deviner, et si ce n'est pas le cas, Thomas Hickman s'est donné la mort. Les policiers ont mené une expérience. Ils ont attaché 16 ballons au revolver et il s'est avéré que ce nombre suffisait pour que les ballons soulèvent l'arme à une hauteur importante. Cependant, dès qu'il y avait du vent, les ballons avec le revolver ne montaient pas verticalement, mais se déplaçaient parallèlement au sol. Ils finissaient alors par s'accrocher à des buissons où une partie d'entre eux éclatait. Thomas Hickman aurait-il pu faire quelque chose de similaire? Bien sûr qu'il le pouvait. Toutes ces dernières actions indiquaient qu'il se préparait pleinement à se donner la mort. C'est ainsi que le déroulement probable des événements a commencé à apparaître. Thomas Hickman est arrivé dans la nuit du 14 au 15 mars dans un ranch isolé de l'État du Nouveau-Mexique. Là, il a sorti le revolver qu'il avait récemment acheté. L'arme avait été modifiée par lui, notamment considérablement allégée. Ensuite, Hickman a attaché le revolver à des ballons remplis d'hélium. Son plan était simple. Après le tir, les ballons devaient emporter l'arme haut dans les airs afin qu'elle ne soit pas retrouvée près de son corps. De cette manière, Thomas voulait faire croire à son propre meurtre. Mais il n'avait pas prévu le vent fort. Finalement, le revolver n'est pas monté vers le ciel, il a été entraîné parallèlement au sol, jusqu'à ce que les ballons s'accrochent à un cactus et éclatent. Mais pourquoi Thomas Hickman avait-il besoin de simuler son propre meurtre? La raison la plus probable était ses énormes dettes. Il n'était plus en mesure de continuer à payer le traitement de sa femme. C'est alors qu'une idée dramatique lui serait venue à l'esprit, obtenir l'indemnité de l'assurance vie pour sa mort. Mais, pour que sa famille reçoive la totalité de la somme, Thomas Hickman devait être reconnu comme victime d'un meurtre. Si son plan avait fonctionné et que les ballons avaient réellement emporté le revolver très haut dans le ciel, il y aurait eu de très fortes chances que l'enquête ne soit jamais résolue. Mais comme Hickman n'avait pas tenu compte du vent, les ballons se sont accrochés à un cactus et ont éclaté. Finalement, ils n'ont pas réussi à emporter l'arme loin du lieu de la mort de l'homme. Il convient également de souligner autre chose. Peut-être que cette idée si inhabituelle n'est pas apparue dans l'esprit de Hickman par hasard. Une scène similaire avait déjà été montrée dans la série Les Experts. Il est possible que Hickman ait précisément puisé là son idée pour simuler son propre meurtre et ait décidé de le reproduire. Finalement, en décembre 2008, il a été officiellement reconnu que Thomas Hickman s'était donné la mort et l'enquête a été close. Sa famille n'a reçu que les prestations minimales de l'assurance, mais une quelconque somme d'argent aurait-elle pu compenser la perte d'une personne si proche? C'est tout, merci d'avoir regardé. Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo si vous avez apprécié mon travail. Prenez soin de vous et de vos proches, soyez prudents.